part par là, cette machine cérébrale, elle n'a aucune capacité par elle-même. Oh, non, c'est pas possible, vous ne pouvez pas dire ça. Attendez, non, mais qu'est-ce que vous racontez? Mais qu'est-ce qu'il radote? Il radote, ce mec-là. Je radote tellement que j'ai un groupe de retraités, parmi lesquels il y avait beaucoup de médecins, et qui m'ont demandé une conférence sur le cerveau. Je n'avais jamais parlé devant un grand public. Je ne savais pas ce que c'était qu'un grand public. En 2016, je me retrouve dans une salle de conférence au 43 rue de Dunkerque à Paris 9e. C'est eux qui m'avaient réservé une grande salle. Ils étaient 90 personnes. Et je ne savais pas ce que j'allais raconter. Alors je me suis laissé inspirer et je leur ai parlé tout ce que l'on ne vous dit jamais sur le cerveau. C'était audacieux. Il y avait des médecins et ça a été les plus engagés à la suite de cette conférence. Et j'ai osé dire des choses qui aujourd'hui sont prouvées. Je me suis fait traiter de tous les noms, je me suis fait traiter d'illusionniste, que je prenais mes rêves pour des réalités, qu'avec des mails, j'en recevais 20 par jour, d'insultes. J'avais osé dire qu'un cerveau humain n'avait aucune capacité, aucune aptitude, aucune faculté. Bon. Alors ça n'a pas été prouvé, mais je le prouve avec mes accompagnements tous les jours. Et puis, là-dessus, je vais dire un truc énorme. Je me suis souvenu d'avoir lu un article très sérieux qui émanait des États-Unis, comme quoi le cerveau humain était totalement indéveloppé. Est-ce que vous vous rendez compte? Alors déjà, moi, ça m'avait frappé, puisque c'était une équipe de neurochirurgiens américains qui avait eu l'audace d'opérer un cerveau et de faire suivre l'intervention par l'opéré, qui devait dire des chiffres, des images, etc., parce qu'on opérait la région visuelle. Et j'ai eu l'audace de dire un cerveau humain n'a aucune forme d'intelligence, n'a aucune capacité d'apprentissage par lui-même. Un cerveau humain n'a aucune sensibilité, n'a absolument pas la notion du bien et du mal, n'a absolument aucune notion de valeur ou de croyance. Et là-dessus, donc, et je vais dire, et cerise sur le gâteau, je vous réserve ça pour le dessert, le cerveau à qui l'on taxe de siège de la sensibilité, des émotions, n'a aucune sensibilité à la douleur, alors qu'il est le siège de la douleur. Voilà ce qu'on entend. Alors attendez, parce que maintenant, quand en 2016 j'ai senti ça, bon, mes retraités, mes médecins m'ont trouvé ça bien, ils m'ont posé des questions, j'ai répondu. Et là-dessus, il va se passer une chose. L'année dernière, il y a un neurochirurgien de la Timone, à Marseille, qui a entendu parler de cette intervention aux États-Unis, qui se retrouve devant un malade qu'il faut opérer. Si on n'opère pas, c'est la mort dans pas très longtemps, puisqu'il y a une volumineuse tumeur qui, pour l'instant, est bénigne, mais qui est compressante. C'est énorme. C'est ce qu'on appelle les gliomes. Et le gliome, si on n'enlève pas 90% du gliome dans une intervention, c'est assurément un glioblastome et la mort dans l'année qui suit. Voilà. Et bien là, il y a une chose extraordinaire, il va avoir l'audace il va convaincre
un anesthésiste. Alors, la partie crânienne, elle est extrêmement sensible et douloureuse. Donc, il faut une anesthésie très profonde. Ensuite, jusque dans ce qu'on appelle les méninges, les 3 membranes qui tapissent la boîte crânienne sont extrêmement sensibles et douloureuses. Et puis ensuite, après, c'est fini, on peut tailler dans la masse. Qu'est-ce que c'est que cette machine cérébrale? C'est une entité qui est constituée de matière et de substances, mais organiques. Autrement dit, ce n'est pas une machine comme les autres. Et là-dessus, il va donc opérer la région visuelle et toutes les interventions du gliome dans la région visuelle, c'était une catastrophe, c'était la cécité, il n'arrivait pas à tout enlever, parce que sinon c'était des dégâts collatéraux terribles. Et là, 7 heures d'intervention à la Timone à Marseille, vous pouvez vous renseigner, hein, à la Timone à Marseille, 7 heures d'intervention. On a fait une anesthésie profonde pour accéder au cerveau. Ils ont opéré le cerveau. Ils ont refait une anesthésie profonde pour sortir, pour tout remettre en place. Et quand ils ont demandé à la personne, alors, comment allez-vous? Ils ont fait le test visuel, ils voyaient comme lorsqu'il est né. Ensuite, 7 heures d'intervention, 92% du gliome enlevé. La question, le neurochirurgien, le patient est en réanimation, il est réveillé. Alors, il fait, comment s'est passée votre intervention? L'autre s'est dit, écoutez, c'est à vous qu'il faut le demander, monsieur le professeur. Il ne se souvenait plus de rien du tout. Ça peut en dire long. Alors, voilà. Quant à la pensée, et si ce n'est pas le cerveau avec son activité neuronale qui l'a produit, alors qui l'a produit? Et d'abord, voilà, là est la question en fait. Et d'où vient-elle la pensée? Alors, alors d'abord, la pensée c'est comme la conscience. La pensée n'existe pas par elle-même, la conscience n'existe pas par elle-même. Qu'est-ce que c'est que la conscience? Qu'est-ce que c'est que la pensée? Ce sont des émanations de la puissance créatrice de la vie. Donc de la force. Ce sont des manifestations. Voilà. Alors, cette puissance créatrice de la vie, c'est une force dynamique que l'on va qualifier d'esprit, mais pour éviter de sombrer dans un langage religieux, car malheureusement, dès qu'on parle d'esprit, tout de suite, on pense religion. Non, non, non. C'est une force dynamique d'une puissance inimaginable qui crée la vie. Jung était un visionnaire extraordinaire. Il avait eu la vision que ce qui était la force de la vie, c'est-à-dire donc la force créatrice, créatrice. Mais je crois qu'il vaut mieux l'appeler les forces de la vie, puisque c'est ce qui va créer la vie. Donc, il faut que la vie soit créée avant la création de tout. Alors, mais ça, c'est de la sémantique. Non, non, ce qui va être le plus important, c'est que Jung dit avant même que l'enfant était conçu, alors l'esprit inconscient, il ajoute, était déjà là. Comment voulez-vous que des scientifiques acceptent cela? Ensuite, il a été contesté, évidemment, toute son existence à cause de ça. Ensuite, c'est au moment de la conception, nous dit Jung, il va nous dire une chose à laquelle personne n'avait pensé avant lui, que tout d'un coup, c'est la conception. Et au moment où
la force de vie entre dans la vie de l'enfant, du futur enfant, jaillit la conscience. Quand vous vous rendez compte que l'être humain a un jaillissement de sa conscience alors qu'il n'est même pas encore là, à quel moment l'être humain va devenir conscient? À quel moment il est en vie? Nous n'en savons rien. À quel moment il va devenir conscient? On ne sait pas. À quel moment, comment dirais-je, dans la vie fétale, à quel moment il va penser? Mais on n'en sait rien. Alors, ça m'a donné l'idée que dans le fond, la pensée, et Jung ne l'a pas évoqué, cela, il a évoqué la conscience, que la conscience allait jaillir de l'esprit inconscient. Et je me suis dit, mais ça y est, qu'est-ce que la conscience? Ça n'existe pas. C'est une manifestation de l'esprit dans la vie terrestre. Autrement dit, dans notre vie. Autrement dit, qu'est-ce que c'est que la conscience? Il n'y a personne qui n'a jamais vu la conscience non plus, hein, nulle part. Hein. Et pourtant, je ne peux pas dire que la conscience n'existe pas, puisque je suis conscient. Oui, mais pourquoi je suis conscient? Parce que c'est la manifestation de la puissance de l'esprit qui arrive dans la vie, dans la vie tout court. Autrement dit, il y a la conscience consciente, nous disons, c'est le conscient. Ensuite, Jung nous dit, après, c'est une non-conscience. Et là, Jung n'avait pas la connaissance de ce qui était, tout ce qui était les découvertes qui allaient se faire avec l'activité des neurones. En effet, les neurones, vous avez plusieurs couches de neurones. Ainsi, par exemple, l'électroencéphalogramme, il n'est que dans les premières ou deuxièmes couches, je crois qu'il y en a 7. La magnétoencéphalographie va jusqu'à la 5e couche des neurones. Et là, vous allez avoir une activité de la conscience. Mais c'est ce que je fais, Bartha, avec les personnes que j'accompagne tous les jours. Je leur permets d'apprendre à leur cerveau à diriger leur conscience, à l'orienter. Quand cette manifestation de l'esprit, allez, appelons les choses par leur nom. Qu'est-ce que la conscience? C'est une manifestation de l'esprit. Voilà. Et donc, cette conscience, elle va se tourner vers le monde extérieur pour me permettre de vivre dans la vie extérieure. Et c'est là où on va se rejoindre ensemble sur cette notion de réalité. Mais qu'est-ce que la réalité? Autrement dit, personne ne va avoir la même perception de ce qui se passe autour de nous, alors que nous sommes tous confrontés aux mêmes événements, aux mêmes situations de ce qui est du monde extérieur. Donc là, si je puis dire, c'est par rapport à notre réalité, on va se la forger, voilà, par rapport à nos expériences de vie. Oui, mais si je n'avais pas le cerveau, je ne pourrais pas forger cette représentation. Ouais. Autrement dit, pour que je forge une représentation, il me faut prendre une décision. Et c'est parce que j'ai pris une décision que la machine cérébrale se met en action. Alors que si on écoute les neurosciences cognitives particulièrement, je ne parle pas des neurosciences biologiques qui ne s'intéressent pas du tout à ce sujet, mais les neurosciences cognitives, elles affirment haut et fort que c'est le cerveau qui prend les décisions. Alors nous, on est quoi, nous? On est des observateurs? On est des spectateurs de notre cerveau? Non, nous sommes, tu l'as dit, nous sommes les acteurs de notre cerveau. Nous sommes les initiateurs, nous sommes celui qui va mettre en action. Pourquoi? Je vais prendre une décision, et s'il n'y avait pas de cerveau, il n'y aurait pas d'action, il n'y aurait pas de réalisation finale. Mais si en fait, je déclenche mes propres choix, en fait. Ah, mais bien sûr. Qu'est-ce que c'est que décider? C'est choisir.
C'est choisir, bien sûr. Mais ça va peut-être aussi plus loin encore, c'est savoir ce que l'on veut vraiment. Voilà. Si je ne sais pas ce que je veux vraiment, le cerveau ne se met pas en action. Et c'est pour ça que les personnes que l'on qualifie d'indécises, c'est des personnes qui ne s'engagent pas dans leur prise de décision. Et si je ne m'engage pas dans ma prise de décision, alors il n'y aura pas d'action et il n'y aura pas de réalisation. J'ai travaillé tout à l'heure avec une personne qui est dans le marketing numérique. Et il m'a dit, mais c'est extraordinaire ce que tu m'apprends. Non, je ne t'apprends rien, moi. Oui, c'est extraordinaire ce que tu me permets d'apprendre à mon cerveau. Voilà. Parce qu'il m'a dit, jusqu'à maintenant, je n'arrivais pas à finir quelque chose. Je dis, ben oui, ben, tu étais dans une mauvaise habitude que tu as fait prendre à ton cerveau. Voilà. Dès que je décide quelque chose, il se met en action, mais d'un seul coup, il se bloque. Pourquoi? Parce que je ne vais pas jusqu'au bout des réalisations, mais parce que je ne lui ai pas appris à aller jusqu'au bout. Voilà. Donc, on pourrait aller très loin. Alors, la pensée est exactement l'équivalent de la conscience. On a parlé de la conscience très sommairement. J'ai parlé de la conscience quand elle est tournée vers l'extérieur. Et elle va se tourner vers l'intérieur. Et c'est ça qui va aller vers l'inconscient. Alors maintenant, la pensée. Eh bien, la pensée, ne me demandez pas à quel moment, mais je pense, par contre, je crois que la pensée doit suivre exactement le même cycle d'émergence, de jaillissement instantané au moment de la conception. D'accord. Alors, naturellement, à quel moment la pensée devient consciente? Elle devient consciente progressivement, c'est-à-dire en fait, elle va suivre un cheminement qui va aller de l'intérieur, ce qu'on appelle le monde intérieur. Merci les alchimistes de la Renaissance. Mais il faut que tu saches, Martha, que si M. Jung n'avait pas étudié d'une façon approfondie des grimoires de la Renaissance, il n'aurait jamais, jamais, jamais conçu, jamais eu l'intuition de la psychologie des profondeurs. Les archétypes, ça vient de l'alchimie de la Renaissance. La Renaissance, c'est ce que tu as dit. Et donc, il y a une chose qui va être très importante, c'est que tout est un processus de création à partir de la création. Autrement dit, on va avoir un processus de création et qui est-ce qui va créer la pensée? Ben, cette force de la vie. Autrement dit, que j'ai appelé l'esprit. Ces forces de la vie, ces forces créatrices, ces forces constructrices, ces forces protectrices et des forces destructrices. N'oublions pas que les forces de la vie ne sont pas généreuses. Est-ce que la vie l'est? Celui qui me dit que la vie est généreuse, attendez, elle est généreuse à partir du moment où j'ai un état d'esprit qui me permet d'être dans cette générosité. Mais si jamais je suis dans un état d'esprit déplorable, eh bien, je vais avoir une vie, je serais tenté de dire de M, n'est-ce pas, avec des 3 points. Mais est-ce qu'on peut se dire que par rapport à ce que tu te dis, ce que tu nous dis, c'est par rapport à notre état intérieur qu'on peut avoir soit une vie assez bien, c'est-à-dire positive ou négative. Donc, ce serait vraiment par rapport à nos états, on va dire pas nos états d'âme, mais à notre monde intérieur, comment on se sent. Oui. Et c'est comme ça qu'on va percevoir notre réalité. Si on veut suivre le cheminement de la conscience, c'est le même cheminement que va suivre la pensée. C'est le même cheminement. Voilà. La pensée va d'abord être totalement immatérielle. Autrement dit, c'est celui qui a fondé l'Institut de la science du corps et de la science du cerveau, du corps et de l'esprit à la faculté de médecine d'Harvard en 1898, qui s'appelle William James
qui dit d'ailleurs quelque chose. En fait, là, vous avez, je reprends, vous voyez, je ne sais même pas par cœur, et c'est pourtant moi qui l'ai écrit, mais je l'ai repris de textes qui sont à la bibliothèque de la faculté de médecine d'Harvard. Qu'est-ce que dit William James? Il dit « La plus grande découverte de notre XXe siècle a été de constater, on est en 1901, qu'un être humain, vous, moi, peut transformer sa vie. » Attendez, j'entends des séminaires partout. Apprenez à transformer votre vie. Eh bien, il nous donne la clé en changeant en profondeur sa manière de penser. Oui. 1901. On a l'impression que c'est écrit dans le monde d'aujourd'hui. Bon. Oui, il était complètement précurseur de ce que. Oui, mais attention, il faut bien prendre les mots tels qu'ils sont. Oui. Transformer. Et en profondeur, bien sûr. Alors, comment je peux changer quelque chose en profondeur? Je ne peux changer, selon la psychologie en général, je ne peux changer que si si je suis conscient, si je sais ce que je veux changer, je vais utiliser des techniques mentales et je vais chercher à changer. Je vais aller voir un hypnothérapeute et je vais me livrer à une transformation, un changement. Ça va se faire, mais pas en profondeur. Autrement dit, ça va rester en surface. Alors pourquoi? Parce que un changement en profondeur va dépendre uniquement de notre état d'esprit. Donc là, on peut parler d'état d'esprit, on n'est pas dans le religieux là. Qu'est-ce que c'est qu'un état d'esprit? C'est une manière de penser. La manière de penser, elle nous indique, elle va être une manifestation, elle aussi. Voilà. La pensée, c'est une manifestation de la puissance de l'esprit. C'est donc une création de l'esprit, la pensée. Alors, quand elle est au stade de l'inconscient, car c'est... Alors, merci Jung de nous avoir appris cela, parce que, en effet, la pensée, elle est d'abord inconsciente. Si je demande à quelqu'un à quoi vous pensez, vous allez immédiatement chercher à ramener tout de suite une réponse consciente. Oui, rationnelle, on va dire. Mais oui, absolument, tout à fait. Et d'ailleurs, ce ne sera pas faux. Mais quand je dis, ah mais si, je suis en train de penser à ce que vous dites, j'en ai un tout à l'heure, j'ai fait cette expérience. Je dis, à quoi tu penses? Ben, il m'a dit, je pense à ce que tu dis. C'est notre spécialiste du marketing. À quoi tu penses? Il m'a dit, à quoi je pense, comment? Ben, ce que tu dis. Il m'a dit, je suis complètement en résonance vibratoire. Je suis en résonance vibratoire, il prend mes mots. Je suis en résonance vibratoire avec ce que tu viens de dire. Et ça te suffit donc. Alors, je te félicite. Pourquoi? Parce que tu viens de faire enregistrer à ton cerveau tout ce qu'on vient de dire. Tout ce que tu vois, que tu ne sais même pas que tu vois. Que tout ce que tu ressens à l'instant même. Mais tout ce à quoi tu penses en même temps. Il m'a dit, attends, à quoi tu penses? Tu viens de me dire que tu penses à cette résonance vibratoire que tu viens d'accepter quelque part par là. Alors, il m'a dit, eh bien, je lui dis, tu sais, pour avoir une pensée, une seule pensée qui va être une matérialisation de quelque chose d'immatériel. Il y en a 95 en dessous qui sont non conscientes. Voilà. Le positif, il n'apparaît que uniquement au stade de la conscience tournée vers le monde extérieur. Le positif, le négatif, ce sont des concepts qui sont utilisés par les sciences ou par les philosophies. La réalité, elle n'est pas. Autrement dit, il n'y a rien de positif et rien de négatif quand on est en dessous au niveau du subconscient. Par contre, il y a du gris et du noir, et puis il y a de la clarté au niveau
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est quand on est en dessous du subconscient, on est dans un état de neutralité? Alors, on est dans un état de réceptivité. D'accord. Et de réceptivité qui est en principe neutre. Mais voilà. Cette neutralité va malgré tout être teintée. Alors, pourquoi? Parce qu'est-ce qu'on peut être neutre par rapport à un événement immatériel qui nous vient de l'inconscient? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Alors pourquoi? Parce que d'abord, la pensée, elle est immatérielle. Alors, c'est fini, c'est là. Bon, c'est comme ça. Autrement dit, elle ne peut pas ni être positive ni négative puisqu'elle est immatérielle. Par contre, elle va progressivement se transformer. C'est une loi de la nature. Elle doit chercher à passer de l'intérieur vers l'extérieur. C'est Jung qui le dit. Jung m'a dit une chose. On est dans le sujet, hein, je n'ai pas débordé, je ne crois pas. Il m'a dit, je vais poser la question. J'avais une connaissance qui n'était pas très approfondie du conscient et de l'inconscient. J'avais appris ça en classe de philo avec un professeur de jésuite, un jésuite qui était professeur de philosophie et qui était un inconditionnel de Jung. Il nous avait fait découvrir Jung. Bon. Et je pose la question au professeur Jung. Vous vous rendez compte, attendez, il y a 61 ans aujourd'hui. Voilà. Oui. 61 ans le 8 avril. Et je suis en face de Jung. C'est-à-dire, il est vivant dans la mémoire de mon inconscient. Oui. Et je lui pose une question, je lui dis, monsieur le professeur, qu'est-ce que l'inconscient? Il s'arrête, il met ses lunettes comme ça, à chaque fois qu'il pensait en profondeur, poum, il les remettait. Alors il me dit, c'est une bonne question. Je pourrais vous répondre ce que tout le monde pourrait vous répondre. Est inconscient ce qui n'est pas conscient. Mais je serais tenté de vous dire, rajoutez donc ce qui n'est pas conscient, ou plutôt ce qui n'est pas encore conscient. Ça y est, vous avez la réponse pour la pensée. La pensée doit impérativement passer de l'intérieur vers l'extérieur. C'est une obligation. C'est une obligation des lois de la vie. Autrement dit, ce qui est intérieur doit monter à l'extérieur. Et elle va être non pas une énergie, c'est un mot galvaudé partout, c'est une force. Et une force, ce n'est pas matériel, ce n'est pas mesurable, ce n'est pas vérifiable. La force, dans le sens, une force dynamique, puissante. Voilà. C'est ça, la pensée. Alors la pensée, elle est tellement puissante qu'elle va se mettre à créer à son tour une image. Et c'est ce qu'on appellera l'image intérieure. Mais est-ce qu'on est conscient d'avoir une image intérieure? À quoi vous pensez? Ça, j'en sais rien. Je ne peux donc pas dire quelle est l'image qui l'associe. Et alors là, la pensée et l'image sont tellement fortes en synergie, tous les deux, qu'ils vont chercher à remonter vers la conscience, tous les deux, en même temps. C'est une loi inéluctable de la vie. C'est ce que nous disait Jung. C'est ce qui n'est pas encore conscient. Il va y avoir une telle puissance intérieure qu'il va y avoir, alors là, c'est à partir de là que ma manière de penser, mon état d'esprit du moment va jouer. Car c'est là où la pensée va se transformer en un ressenti profond. Et le ressenti profond n'est pas plus matériel que la pensée, sauf qu'elle commence un tout petit peu à émerger vers ce qui va devenir conscient. C'est Jung qui m'a dit ça. Voilà. Et puis, il va y avoir une remontée à ce moment-là du ressenti qui, lui, va devoir aller vers le conscient parce que toute sa charge là, il faut qu'il sente des charges là-haut. Là, hein. Alors,
Il va donc avoir cette puissante force qui va se transformer en sentiment. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sentiment? C'est une émotion en formation. Autrement dit, le sentiment, là, soit le ressenti est agréable, il est facile, il est difficile, c'est tout ce que je vais pouvoir dire. Soit le sentiment, lui, il peut être déjà bien meilleur, le sentiment. Soit c'est un sentiment agréable, soit désagréable, selon mon état de pensée du moment en profondeur, c'est-à-dire mon état d'esprit. Et puis je vais faire remonter. Le sentiment va déclencher dans mon corps, il va déclencher des sensations. Voilà. Et puis, les sensations vont s'associer aux sentiments dans le corps et vont commencer à libérer vers la conscience extérieure une énergie puissante que l'on appelle une émotion. Mais l'émotion, elle fait partie aussi du corps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'émotion dans le cerveau. Maintenant, attention, s'il n'y avait pas de cerveau, il n'y aurait pas tout ça. Mais est-ce que je dirige tout de mon cerveau? Non. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que fait un cerveau humain sans que vous en soyez conscient? C'est extraordinaire. Alors en fait, qu'est-ce que c'est qu'une pensée positive, une pensée négative, et pourquoi c'est totalement inutile quand c'est en surface? Eh bien parce que c'est trop tard. C'est trop tard. En effet, une pensée positive, elle va servir à quoi? Quand elle émerge, parce qu'elle n'émerge pas toute seule, elle émerge avec une émotion de même nature. Si l'émotion est positive, la pensée l'est. Et si la pensée est positive, j'ai une perception optimiste et positive de ma vie, de moi, de mes affaires, des gens qui m'entourent, du monde qui m'entoure. Si par contre, j'ai, depuis mon ressenti profond, des choses difficiles, si je fais remonter en même temps des choses qui sont en mémoire dans mon cerveau, si mes sentiments sont des sentiments difficiles, douloureux, etc., que ça va remonter à la surface, ça va se transformer en émotion et en pensée négative. Voilà. J'espère que ça a été... En fait, une pensée en surface de la conscience, c'est une chose à ce moment-là. Alors là, oui, là c'est une substance et une matière. Voilà. Bien. Est-ce que tu pourrais nous dire, par exemple, on a combien de pensées par jour? Je ne sais pas. Tu sais pas. Non, attends. Il faut faire très attention de tous les chiffres qui circulent. Oui. Il faut savoir que les chiffres sont construits à partir des algorithmes, à partir des machines qui vont calculer les algorithmes. Je crois que personne ne peut répondre à cette question, pas plus moi qu'un autre. Ce que je peux dire, c'est que si nous avons 95% de pensées, alors on n'a pas 95% de pensées qui ne sont pas conscientes, mais on a pratiquement, on va dire que, oui, bah sur une pensée, il y en a 95 en dessous, quoi. Maintenant, est-ce que c'est des milliers, des dizaines de milliers? Est-ce que c'est important? Je ne crois pas. Je crois que ce qui est le plus important, c'est la manifestation de tout cela. Ça, c'est déjà autre chose. Voilà. Autrement dit, cette manifestation est une mise en forme. Voilà. Et donc, si je peux résumer ce que tu nous as dit sur notre esprit, notre état intérieur, tu disais que notre état intérieur est quand même très intéressant à jauger, puisque c'est un indicateur qui va révéler notre manière de penser, c'est-à-dire positive ou négative. Ça, il faut vraiment qu'on le retienne. C'est-à-dire, si j'ai un état intérieur qui est pessimiste, je suis anxieux, inquiète, et ben, automatiquement, mes pensées, elles vont aller dans ce sens-là. Ah, tout à fait. Ah, mais voilà. Tout à fait. Il n'y aura pas d'exclusion. Voilà, si mon état intérieur n'est pas bon, l'extérieur ne le sera pas. Mais
on sait depuis les alchimistes, et c'est Jung qui me l'avait rappelé, que en fait, le monde extérieur est le reflet de ce que nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça, c'est les alchimistes qui ont montré ça à Jung. Autrement dit, les grimoires. Mais l'alchimie, elle est loin d'avoir livré toute sa richesse. Parce que les alchimistes étaient des observateurs de la nature. Et pour eux, tout ce qui se passait dans la nature pouvait être existant en nous. Le reflet de l'humain, quoi. Voilà, le reflet de l'humain, tout à fait. Et c'est tellement vrai que les alchimistes étaient en désaccord avec tout ce qui était religieux et ils n'acceptaient pas un au-delà. Et parce qu'ils n'acceptaient pas un au-delà, ils ne pouvaient pas accepter un en-deçà. On dit ça veut dire que ça remet en question, soit les alchimistes étaient des observateurs très profonds de la nature, et ils donnaient un exemple. Est-ce qu'une feuille qui est détruite, qui tombe de l'arbre à l'automne et qui va tomber à terre et qui va pourrir, est-ce que c'est la même feuille qui va renaître au printemps sur la branche qui a donné naissance, qui a permis la croissance de la feuille précédente? Pour eux, non. Pour eux, c'était une nouvelle vie. Mais c'est un renouvellement. C'est ça. Mais la mort n'existe pas pour les alchimistes. Hein. La mort, c'est une transformation. Mais ce que je vais dire aussi là-dessus, si je peux donner un tout petit, ouvrir une petite parenthèse qui n'était pas prévue,